Bonsoir à tous et Yo bienvenue yo sur yo 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 yo. Il m'a coupé dans mon élan. Ça fait combien de Pardon. temps? Ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas fait de Radio Dixie. Non, ça fait moins que ça fait 2 semaines, 2 non? semaines, ouais, Juste 2 on a semaines. loupé juste la semaine dernière, la semaine d'avant c'était l'Arménie. C'est vrai, ça fait 2 Et on semaines. a eu le nez creux puisque Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh 1 semaine après le post de la rediff. Tout à fait, ouais. Et Voilà. encore une vidéo démonétisée sur YouTube, mais on commence à être habitué. Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, c'est peut-être moi, C'est c'est peut-être c'est pas toi. moi, je pense, c'est la Je comprends nana. pas. C'est sa faute. C'est la nana. Putain des barres. Mais écoute, je vais vous annoncer le plan de l'émission tout de suite. Comme ça, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va Alors de quoi on accueillir, va parler? on va avoir 2 invités, 2 parties, 2 invités. On va accueillir Thomas Braille, que, certains d'entre vous ont peut-être vu passer dans les médias ces dernières semaines, parce qu'il est perché depuis un arbre, et il milite contre le projet d'autoroute A69, expropriation, copinage, corruption. Il va pouvoir nous expliquer tout ça. Et en Oui, deuxième et partie, désastre écologique en plus. En plus évidemment. de tout. Tu vas pouvoir, Et voilà, pour saupoudrer, la merde, encore plus de merde, destruction de l'habitat, naturel et cetera. Bref, il va pouvoir exactement, nous en parler, parce qu'il connaît le sujet bien mieux que nous. tout à fait. Et Il est tout sur ça place. pour gagner 12 minutes sur un trajet d'1 heure, mais on va en parler beaucoup plus par la suite. Et en deuxième partie, on va accueillir Jeff, qui est un Québécois nationaliste qui croit plus en la politique et qui a mis en place tout un réseau économique pour faire bouger les choses à son niveau. Il a fait une sorte de sécession économique et il a mis, différentes choses en place. Vous allez voir, ça va vous inspirer. Sinon à part ça, toi Baptiste, beaucoup de travail? Pas mal de boulot, oui. J'ai eu la sortie de la vidéo de la pêche au requin là, il y a un peu moins il y a 5 jours. J'ai eu pas mal de tournages et cetera. Le tournage de la chasse aux alligators là qui est en cours là, on est en train de boucler la vidéo et puis j'ai eu pas mal de clients là ces derniers temps. J'ai fait 17 jours de travail d'affilée sans prendre un jour de repos et en kilomètres, ça fait 6500 kilomètres en 15 jours Tu vas pas de nous faire un route. burn-out quand même? Donc, je t'avoue que là, j'en ai un peu marre. J'avais loupé Radio Dixie hier, c'est pour ça qu'on a décalé aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, j'ai des trucs à faire et tout. Là, j'avoue que c'était censé être mes jours de repos, mais c'est un peu hard. Après, bon, voilà. Ça va se calmer là quand même. Je vais avoir un petit moment de trêve jusqu'à mi-octobre. Ça va me faire du bien. Ouais, c'est mieux Et ça là, que je cours l'inverse. après un taxidermiste en ce moment. Bordel. Ouais, ouais. Enfin bref, Tu veux faire quoi avec j'ai un tous les taxidermiste? trucs qui se mélangent. Bah, j'ai une peau d'alligator là à transformer en boots. Ah, Et je galère un peu, bref, sur les délais parce que c'est un peu compliqué d'envoyer. J'ai pas envie d'envoyer la peau en fait et qu'elle revienne et qu'ensuite l'envoyer aux chausseurs. Donc j'aimerais tout faire un peu au même endroit. Bref. Enfin bon, ça c'est des problèmes perso. tu nous tiendras au courant en story? Voilà, On va c'est voir ça les bacs. exactement. Exactement. Enfin bref. Sinon, à part ça, moi de mon côté, je voulais vous dire très rapidement que sur le Patreon, j'ai pu, reprendre du service. J'avais de la famille à la maison, donc j'avais un peu ralenti le rythme et je vous ai mis à une émission où on répond à vos questions sur le minarchisme, sur le libertarianisme avec Nico Alfonsi, qui est co-founding, CFO de la plus grosse entreprise de divertissement sur internet du monde, tout simplement, un Corse. Et aussi une émission qui s'appelle Les Méchants Capitalistes avec 3 potes très libéraux, très capitalistes, où on analyse différents sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon Patreon. Comme d'habitude, c'est la somme que vous souhaitez. Et puis, vous avez accès en avant-première au Radio Dixie, au format audio, 24-48 heures juste après l'émission. Toi, de ton côté, j'imagine qu'ils ont dû kiffer la vidéo sur la pêche Ouais, et au puis là requin. demain, je vais poster le rediff du live que j'ai fait hier là sur Twitch, tu sais, où je reviens sur mes anecdotes de tournage. Ouais. C'était très sympa. C'était sympa de revoir les anciennes vidéos et tout. Et voilà, c'est un format que je vais faire mensuellement. Et donc voilà, ces prochains mois, il y aura en rediff dispo sur mon Patreon en plus pour ceux qui ont loupé. Donc ouais, c'est sympa. Je leur donne les anecdotes, les coulisses et tout. C'était sympa. J'avais juste un petit bug sur les vidéos. Faut que je trouve un autre moyen parce que les vidéos elles ramaient un peu quand je les arrêtais, que je les remettais à cause de ma connexion. Donc je vais faire autrement. Mais sinon, ouais, c'était très sympa. Les gens ont apprécié. Puis on était pas mal. Donc
Ah ouais, C'est bah, bien. écoute, génial, ça avait l'air top. Moi, je regardais en travaillant, mais il y avait des moments vraiment cool. Je sais pas si tu as vu, j'ai mis deux trois commentaires de Oui, oui, j'ai Mongoliens. vu, j'ai vu, j'ai vu. Et Bien heu sûr. et puis, juste avant d'accueillir Thomas, je voulais te poser une question. C'est quoi cette histoire, d'avion de chasse perdu par le gouvernement américain? Écoute, j'en sais rien, ils l'ont retrouvé, hein, ils l'ont retrouvé, mais ouais, ouais, écoute, ils ont de ce que j'ai compris, parce que j'ai survolé la news, de ce que j'ai compris, en gros, pendant un exercice, j'ai un pilote d'un F-35 qui a eu un petit problème, qui a dû s'éjecter, mais alors, encore une fois, hein, j'ai jamais été dans un avion de chasse de ma vie. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un expert technique des avions de chasse, mais de ce que les médias ont rapporté, donc ça à prendre avec des pincettes, l'autopilote serait resté plus ou moins en route et donc l'avion finalement serait barré et ils ont eu du mal à le localiser. Ils l'ont finalement retrouvé. Il n'y a eu aucun blessé, rien du tout. Donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai que enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire à abracadabrante, quoi. Ah ouais, Surtout que la incroyable, F-35, ça vaut 80 millions de dollars, donc ils étaient un peu il y a emmerdés pas quand une même. putain de puce GPS dans la dans Mais oui, dans c'est ça, l'avion? je comprends pas. Ouais, c'est vrai que après voilà, encore une fois, nous, on a que l'info rapportée par les médias. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, si tu es dans le cœur du sujet et que tu travailles dans l'US Air Force, ça se trouve, ils s'arrachent les cheveux quand ils lisent les papiers des journaux, tu sais, donc on sait pas, quoi. Mais ce que les médias ont dit, c'est ça, en tout cas. En tout cas, un Donc à petit truc prendre avec des technique, pincettes. qui va peut-être intéresser certains d'entre vous. Maintenant, les derniers avions de chasse là, il y a certains modèles où ils ont un casque sur la tête et en fait, ils arrivent à faire tourner l'avion en bougeant la tête et en fait, ça vise là où ils regardent. Ils peuvent Top. déclencher des rafales, ou des missiles à l'endroit où ils sont en train de regarder. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et Non. puis, on va partir tout de suite on va commencer tout de suite avec Thomas. Je vais le rajouter tout de suite au live parce qu'il est mieux placé que quiconque pour nous expliquer la situation. Salut Thomas, est-ce que tu nous entends? Salut, ça va? Ça va nickel, ça va, ça va. Alors, Thomas, écoute, on est très content de te recevoir. Tu nous vois bien, tu nous entends bien? Ouais, ouais, c'est parfait, merci. OK, Ah bah, OK. c'est Bon, la génial. première chose qu'on a envie de te demander, Thomas, avant de te présenter, c'est, comment tu te sens? Parce qu'on a plus ou moins suivi que tu as fait une grève entamé une grève de la faim. Est-ce que c'est toujours en cours? Est-ce que Ouais, ouais, c'est toujours en cours. Là, je suis à mon 20e jour aujourd'hui. aïe, aïe, Euh, aïe. je fais ça parce que pour protester contre le démarrage d'un projet qui est l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. C'est dans le sud de la France. Et en fait, ça va artificialiser 400 hectares de terres agricoles, raser des forêts, des espaces boisés, 17 hectares, et puis abîmer des centaines d'arbres, quoi. Ouais. Ah bah, super. Alors Pour est-ce mettre que les tu gens en contexte, en fait, depuis plusieurs années, de nombreuses associations dénoncent le projet de cette autoroute A69 et Thomas qui est avec nous, Thomas Braille, si vous le tapez sur Google, vous allez voir plein d'articles à son sujet. Il a été rejoint dans sa grève de la faim par plusieurs autres personnes, plusieurs autres opposants à l'autoroute A69 et c'est un projet qui passe, comme je vous disais un peu plus tôt, par des expropriations de maisons, de terres agricoles, et d'autres choses et comme je vous le disais, pour ceux qui nous rejoignent, qui permet de faire gagner 12 minutes sur un trajet qui prend actuellement 60 minutes via la route nationale. J'ai une autre question importante pour toi, Thomas. Où est-ce que tu es actuellement? Alors là, je suis en face du ministère de la Transition écologique à, euh, à Paris, boulevard Saint-Germain. Et donc, je suis dans un platane qui est à 17 ou 18 mètres de hauteur. Et on dort, je te laisse regarder. On dort dans des tentes, on ne voit pas grand-chose, mais là, je suis accroché, tu vois. Ah Dans Ah des oui, ouais. tentes, d'accord. dans des tentes de parois rocheuses, en fait. Donc, c'est comme des sachets de thé suspendus avec des humains dedans. Voilà. Mais pourquoi tu es dans un platane, devant le ministère de l'écologie? Parce que j'ai voulu essayer de rencontrer, j'ai voulu rencontrer le ministre des Transports, M. Clément Beaune, pour lui dire de stopper tout simplement ce projet autoroutier qui est complètement désastreux. Je l'ai reçu hier, donc voilà, j'ai échangé en tête-à-tête avec lui, mais il se trouve que voilà, après c'est une personne avec qui j'ai échangé avec grand plaisir, mais on reste campé sur nos positions. Donc eux veulent continuer cette autoroute et moi et le collectif La Voie est libre avec qui je travaille aussi, eh bien on est contre ce projet-là. On dit que parce qu'il y a des recours sur le fond qui ne sont pas encore traités et on demande une suspension des travaux tant que les recours sur le fond ne sont pas traités. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour des gens qui connaissent pas du tout le sujet, en quoi elle est problématique cette autoroute et pourquoi elle est pas utile, pour les gens? Pourquoi ça serait bien? Parce que les autoroutes, il y en a plein qui sont très utiles. Quel est le problème avec celle-ci en particulier?
Celle-ci, en fait, ce projet, il date d'il y a 30 ans. Donc, ils remettent au goût du jour en 2023. On connaît aujourd'hui l'accélération du réchauffement climatique et tous ces projets écologiques-là, aujourd'hui, ne doivent pas voir le jour. Comme je disais, ils vont artificialiser 400 hectares de terres agricoles. On connaît les problématiques en Ukraine, qui est quand même avec la Russie un petit peu le grenier de l'Europe en termes de blé et de céréales. Donc, la France a perdu l'autonomie alimentaire déjà depuis plus de 10 ans. Et on artificialise l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Donc ce projet-là, il est inutile parce qu'il y a une nationale qui n'est pas du tout fréquentée. On ne fait pas une autoroute pour 8000 véhicules jour. Donc aujourd'hui, on dit clairement que ce projet aussi, c'est 17 € l'aller-retour. Donc qui va pouvoir se payer ça pour 53 km? Et la grande particularité, c'est qu'on avait payé, nous, en tant que contribuables, il y a 10-15 ans, une 2 fois de voie où on peut rouler à 110 km/h et qui va être récupéré par le même concessionnaire qui l'a construit il y a 10-15 ans et qui va construire l'autoroute. Donc en fait, au détriment on perd tout. Et la nationale, ils vont rajouter 12 ronds-points, puisque quand tu as une autoroute, forcément, tu te retrouves avec des gymkhanas un petit peu de partout. Et comme le calcul est bon, puisque tu ne prendras plus la nationale parce que tu en as marre de te taper les ronds-points et que tu perds du temps, et du coup, tu prendras la nationale, l'autoroute. Ok, donc Alors, en si fait, je ça va résume, défoncer la nationale. Ce sera inutile de la prendre parce ça va la rallonger à cause des ronds-points et des déviations. Et donc, les gens Ouais. seront obligés de prendre l'autoroute et de en fait, payer. les gens vont être obligés de prendre une autoroute payante à un privé, très très cher, puis avec les radars, etc., on connaît, donc un truc parfait. Alors qu'on a payé cette nationale, donc c'est incroyable. En fait, c'est un peu le même principe que ce qui s'est passé avec EDF, c'est-à-dire qu'on a payé pour des installations publiques qui vont être cédées à un privé, et finalement, c'est le privé qui va en avoir l'usage, donc super. Et nous, on n'aura plus le choix que de repayer pour le même trajet. Comme il dit en plus, pour 8000 véhicules jour, donc vraiment aucun intérêt, alors que si la nationale n'est pas fréquentée. Et au niveau des terres agricoles, ce que tu disais, en fait, c'est qu'en plus de ça, ça va supprimer des terrains agricoles. Mais alors, ces terres agricoles, elles appartiennent donc, j'imagine, à des paysans. Ils les ont vendues, c'est ça? Ils ont accepté de les vendre alors? Il y a plus de 100 agriculteurs sur le carreau, puisqu'il y en a certains, ça divise leur exploitation. Il y en a un, clairement, il faisait des pivoines et qu'il exportait un peu dans le monde entier parce que c'était des produits intéressants. Et lui, du coup, il se retrouve que son exploitation, elle est coupée en deux par l'autoroute. Donc, ça met en péril carrément, sans compter les habitations de personnes qui habitaient là depuis des générations et des générations, avec des mâts ou des fermes un petit peu sympas. Les gars, on les met dehors. Donc, et après, Mais on dit qu'il ne faut pas artificialiser, mais ces gens-là, il va bien falloir qu'ils aillent reconstruire ailleurs. Donc, en fait, ils vont réartificialiser ailleurs. Mais quand tu dis on les met dehors, et comment ça s'est passé? Parce que ces terres agricoles, elles ont été vendues alors? Ils les ont vendues, comment? On les a forcées ou comment ça s'est passé? C'est des préemptes. Ils préemptent à partir du moment où le projet est reconnu d'utilité publique, on préempte des terres. Toi, demain, si tu as une maison bien sympathique et qu'on te dit qu'il y a une autoroute qui arrive, ça veut dire que tout ce que tu as fait dans ta maison, le temps que tu as passé à la construire et voir si c'est une maison familiale, c'est fini pour toi, quoi. Donc, Ça veut dire quelqu'un a qu'ils un n'ont pas projet. eu le choix que de vendre, c'est ça? Pardon? C'est obligatoire. Quand c'est reconnu d'utilité publique, tu achètes je pense qu'il y a une certaine forme de négociation quand même dans le prix de vente de la maison, mais Mais tu es tu obligé de vendre. dégages. Tu es obligé de vendre et Incroyable. c'est très, très souvent en dessous du prix du marché quand on regarde les chiffres. Tu me disais qu'il y avait plus de 400 terres agricoles au total. Donc 400 Ouais, hectares de terres agricoles au ouais, ouais. total. C'est énorme. Et en plus de ça, les maisons, mettez-vous à la place de quelqu'un qui fait de sa maison son projet de vie. Achète sa maison, met tout son argent dedans, veut finir sa vie dans sa maison, veut y passer 30, 40 ans. Et du jour au lendemain, il y a l'État qui arrive et qui lui dit: «Tu me vends cette maison à ce prix-là, sinon tu vas en prison». Ouais, en gros, enfin, on te met pas en prison, mais t'as pas trop de choix, quoi. L'idée, c'est que tu vends où il y a des expos. Après, voilà, Ah, ça se fait, ça s'est déjà fait tout le temps. Des grands projets autoroutiers ou des trucs comme ça. Mais là, ce projet-là, franchement, il n'a pas lieu de voir le jour. Et puis, il y a là aussi la problématique de l'eau, puisque les terres agricoles sur le tracé de cette autoroute, la nappe phréatique, elle est à 2 mètres. Elle est très, très, elle n'est pas du haute. tout basse. Elle est Ouais. très haute. Donc là, ils ont commencé à creuser des bassins de rétention. Et en fait, les bassins, ils sont pleins parce que c'est la nappe qui les remplit. Donc en fait, on tape dans la nappe phréatique, quoi. C'est débile. Oui, donc aujourd'hui, alors qu'ils nous cassent les couilles à tout le monde avec l'usage de l'eau, etc., qui vont toi te mettre une amende parce que tu as rempli ta piscine, etc., eux, par contre, à côté de ça, ils vident une nappe phréatique, ils tapent dedans pour construire leur autoroute, quoi. Putain.
Exactement. Et du coup, ils achètent 4 fois le prix du mètre cube, beaucoup plus cher, à des particuliers. Ils essaient de trouver des gens qui ont des lacs. Sauf que comme on a une restriction eau, le préfet il a donné une interdiction de prélever de l'eau. Et eux, ils vont prélever chez les particuliers. Et on les a même, par des témoignages de fiables, on les a même, on n'a pas de photos, mais on les a vus prélever dans des rivières. Et c'est totalement interdit, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, si tu veux, la terre agricole, ils balancent de la chaux dessus, et ensuite, il faut mouiller. Et ça fait une croûte super dure. Et c'est là où, en fait, ils peuvent commencer à mettre le tout venant, le bitume et tout ça. Mais il faut stabiliser la terre. Donc, ils ont besoin d'énormément d'eau. C'est impressionnant la flotte dont ils ont besoin. Ok. Et toi, Thomas, pour revenir sur le sujet juste avant, j'avais une question que je voulais absolument te poser. Toi, si demain, il y a l'État qui vient te voir et qui te dit on te rachète ta maison parce qu'on va faire une autoroute, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, clairement, je fais une grève de la faim, hein, comme je fais là. Oui, Vraiment. on voit, c'est ça. Oh, mais on sait pas faire aujourd'hui. Tu vois, moi, tu vois, là, je suis à 20 jours. Là. Ça fait 20 jours que j'ai pas mangé. J'ai pas vu mon fils. Je suis dans une tente là, 7 mètres de hauteur, dans une rue les plus polluées de Paris, avec 4 voies de circulation, avec un bruit de malade. Et on se retrouve que aujourd'hui, là, j'ai perdu le fil parce que je suis fatigué, mais aujourd'hui, on se retrouve avec là qui voit le jour. Mais une grève de la faim, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je fais pas ça de gaieté de cœur, quoi. On connaît, je peux avoir au bout de 20 et 21 jours, je peux commencer à avoir des séquelles corporelles, quoi, tu vois, au niveau des organes. Donc, et là, on attend, quoi, voilà, donc on a alerté, mais il se passe pas grand-chose pour l'instant. Est-ce que tu penses qu'il y a une fin, que ça peut bien finir cette histoire, ou est-ce que tu penses que c'est baisé? Moi, j'ai toujours espoir. Si je fais ça, c'est que là, j'ai annoncé la grève de la soif dans 4 jours. La grève de la soif, c'est 3 jours, il te reste à vivre, d'accord? Oui, ça, c'est rapide, ouais. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, moi, j'alerte Madame Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, pour qu'elle arrête ce projet. Et j'ai dit à Clément Beaune, que j'ai rencontré, le ministre des Transports, je lui ai dit, moi, je vais au bout. Donc maintenant, je veux dire, mon sort est entre leurs mains, quoi, tu vois. Et là, vous êtes combien? Vous êtes 2, 3, 4 à faire la grève de la faim? Un peu plus? Et ils sont 8 à Toulouse, du côté de Toulouse. Et il y en a 3 au Burkina Faso, parce qu'on a un groupe national de surveillance des arbres au Burkina Faso, qui sont solidaires avec nous. Okay. Oui, parce que justement, pour en revenir aux arbres, parce que là, on a parlé des taricoles, etc. Mais alors, il y a aussi des arbres qui vont être coupés, des habitats naturels pour la faune sauvage. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? En fait, les plus gros abattages qui ont eu lieu, c'est on appelle ça le chemin du juge. C'est des platanes âgés de 200 ans qui ont été plantés à l'époque napoléonienne et qui faisaient 50 mètres de hauteur. Je vous laisse imaginer les bébés. Oui, je tiens à expliquer, je te coupe juste une seconde, je tiens à expliquer qu'en fait, pendant le Premier Empire, Napoléon a fait planter des platanes sur le bord des grandes routes françaises pour que l'armée puisse marcher à l'ombre. C'était en fait le principe d'avoir les routes à l'ombre, ça permet à l'armée de marcher beaucoup plus longtemps, puisque tu n'es pas en plein cagnard, donc tu économises des forces. Et ces platanes, ils sont encore là très souvent, quand vous êtes sur une route et que vous voyez des platanes sur le bord de la route, c'est les platanes qui ont été plantées à cette époque. Donc comme le dit Thomas, ça fait 200 ans qu'ils sont là, quoi. Oui, tout à fait. Et puis ils avaient aussi une vocation, c'était protéger les denrées alimentaires de la chaleur. Mais ces arbres-là, on a perdu. Et puis en plus, il y avait une colonie de choucas. Les choucas, c'est des oiseaux qui ressemblent comme à des corbeaux noirs. Et c'est des oiseaux qui sont inféodés au milieu des platanes et des oiseaux qui avaient. Là, cette colonie de choucas, elle avait été identifiée et ça faisait 30 ans qu'elle était dans ces arbres, quoi. Donc là, aujourd'hui, ces oiseaux, c'est pas où ils sont. Ok, putain. Donc là, pour résumer, on a l'État qui est de connivence avec une entreprise privée pour faire du fric. Moi, j'aime appeler ça du socialisme de connivence pour mes abonnés. Et puis, ils utilisent la force de l'État pour venir exproprier les gens de leur propriété et en faire ce qu'ils veulent. Simplement, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que là, on est vraiment dans un exemple d'étatisme pur où on vient prendre votre propriété privée. Oui, puis surtout, le peuple n'a pas le droit à la parole, parce qu'en fait, on décrète que c'est d'utilité publique, alors que personne ne veut de cette autoroute, personne n'en a besoin. Et même au contraire, ça va nous faire chier, parce qu'on ne pourra plus faire le trajet gratuitement, rapidement. Si on veut, maintenant que le trajet va être soit long par la nationale, puisqu'il va y avoir 12 000 ronds-points, soit court par l'autoroute payante. Donc, c'est même pas d'utilité, c'est d'inutilité publique, là, pour le coup. C'est de la pure corruption, mec, parce que tu as cette entreprise privée qui, pour faire du fric, va défoncer la nationale et ne proposer qu'une option. Donc, tout le monde va être obligé d'utiliser
son service et tout ça grâce à la protection de l'État. Je pense très sincèrement que tous ces agriculteurs, tous ces gens qui ont leur maison et des terrains qui vont être saisis, ils auraient bien plus protégé l'environnement que ce que fait l'État. Et je pense très sincèrement que si chacun conserve sa propriété privée, chacun fait du mieux qu'il peut pour la préserver. Ça, c'était pour la petite parenthèse théorique. Et qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Alors toi, tu fais cette grève de la faim avec les gens de ton association, etc. Qu'est-ce que les gens, là, par exemple nos abonnés, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? À part la grève de la faim, comment on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens d'action pour nous? Bah, après, c'est un petit peu compliqué, mais bon, il y a toujours les réseaux sociaux quand vous êtes loin. Après, relayez l'information, faites du buzz sur les réseaux. Moi, je suis très nul, tout ça. Je me suis mis à Instagram il y a une semaine et demie, mais bon, j'ai 14 000 followers déjà. Donc, Oui, oui. On mettra ton Instagram en description, les gens pourront venir te suivre. C'est comme ça que je t'ai contacté d'ailleurs. ouais, mais après, voilà, relayez l'info parce que bon, vous êtes loin. Mais après, pour revenir au projet d'utilité publique, est-ce que l'utilité publique aujourd'hui, c'est pas de préserver ce qui reste un petit peu à préserver sur cette planète, tu vois? Et Ouais. ce projet-là, il faut savoir qu'il y a 90% d'avis défavorables sur l'enquête publique environnementale. C'est-à-dire qu'il y a 6200 avis qui ont été déposés par des personnes qui l'ont fait de leur plein gré en disant on ne veut pas de cette autoroute. Et il y a la nationale d'autorité environnementale qui a donné un avis défavorable et surtout le comité national de protection de la nature qui sont des organismes étatiques qui ont dit non, ce projet, il faut. Et malgré ça, ça avance. Donc, nous, c'est là qu'on pointe du doigt, quoi. Ok, donc toutes les personnes qui ont un minimum de neurones, c'est-à-dire l'écrasante majorité des personnes, sont Tous les contre cette gens qui autoroute. surtout qui connaissent leur sujet, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le sujet, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, Thomas, on te remercie beaucoup. On va pas prendre plus de ton temps. On sait que voilà, tu as beaucoup de demandes, etc. On te remercie beaucoup. Tu sais que cette émission, là, elle est en live. Il y a à peu près 2000 personnes qui regardent, mais elle va être postée en rediffusion à partir de dimanche. Et généralement, elle fait autour de 40 000 spectateurs. Donc, on t'aura apporté ce qu'on a pu t'apporter en termes de visibilité. On espère que ça va t'aider. Nous, c'est vrai que le Guise et moi, ben, on est très loin. Hein. On est à 8000 km de là. Donc, ça va être compliqué pour nous de venir. Mais voilà, on fait le maximum. On te remercie pour tes explications qui étaient très claires et pour avoir pris du temps pour nous. Et puis surtout, on te souhaite bon courage, que Dieu t'aide. Oui. Merci beaucoup. Je viendrai vous voir quand j'aurai fini ma grève de la faim. Ouais, ici, on mange bien, t'inquiète. Tu reprendras du poids rapidement. Merci Thomas. Au revoir. Ciao. Bye. Salut. Eh ben, putain, quel manque de bon sens dans ce projet-là. Quelle tristesse. Incroyable. Mm. Incroyable. Mais voilà, un magnifique exemple. Et en fait, ce que je voudrais un petit peu préciser, parce que souvent, quand je parle d'un truc comme ça, abracadabrant, les réactions sont souvent stupéfaites, tu sais. Les gens disaient en disant mais c'est incroyable, c'est fou. Mais ne soyez pas dupes, ce genre de choses, là on vous en parle, c'est un exemple parmi des milliers. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le temps en France. Ça fait des années que ça dure. Là, c'est l'autoroute, mais c'est tout le temps comme ça. On vit des dizaines de trucs comme ça tous les ans en France depuis des années. C'est pas surprenant. C'est-à-dire moi, quand j'entends ce sujet-là, je suis là, ouais, genre, oui, bah oui, le gouvernement est fidèle à lui-même. Ça se passe comme ça tout le temps. Quand vous parlez d'expropriation, on vous force à vendre et tout, les gens sont scandalisés, s'imaginent que ça peut pas arriver dans un pays comme la France. Bien sûr que si, c'est monnaie courante, les gars, c'est monnaie courante. Les expropriations, c'est monnaie courante. Des gens qui se font prendre leurs biens sans leur consentement par la force d'un grand État sans cœur, sans âme. Et c'est d'une tristesse absolue parce qu'encore une fois, La corruption comme ça, des entreprises qui magouillent avec des politiques, etc., qui utilisent des biens publics, tout ça, la corruption dans le système français, elle est extrêmement courante. Moi, à chaque fois, je m'arrache les cheveux quand je vois des reportages enquête exclusive, machin, sur des pays, la Bosnie, la Russie, l'Ouganda, etc., où on est en train de dire, oh, regardez comme c'est corrompu, regardez comme c'est corrompu. Mais chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. La Roumanie, la Russie, etc., ne sont pas plus corrompus que la France ou l'Union européenne. On vit dans un pays extrêmement corrompu. Le taux de corruption chez nous, il est gigantesque. Croyez pas que c'est pire au Congo ou je sais pas quoi. C'est pas parce que quand vous êtes en Afrique, vous soudoyez directement les policiers, donc ça se voit, donc vous dites ah bah ouais c'est plus corrompu que chez nous. Non non, chez nous c'est plus haut que ça se passe. Vous inquiétez pas, c'est plus haut, c'est bien plus perfide. On vit dans un pays extrêmement corrompu. Les États-Unis c'est la même chose, c'est ce que Donald Trump avait dit il y a pas longtemps. Il disait que le système américain était extrêmement corrompu.
c'est la vérité. Les pays occidentaux sont corrompus aujourd'hui. Ne soyons pas dupes et arrêtons de toujours regarder ailleurs en parlant des pays de l'Est, de l'Asie, de l'Afrique, comme si c'était, tu sais, oh là là, dis donc, là-bas, c'est vraiment, il n'y Ah a bah pas d'état oui, de droit ou hein. quoi que ce soit. C'est De toute chez façon, nous, c'est la mec, même merde. il y a un politicien là, de la République socialiste qui a le pouvoir de décision sur la construction de l'autoroute ou pas. Il y a une entreprise privée qui sait que l'État est ultra corrompu, qui va voir ce politicien et qui lui dit: «Écoute, je te file X montant d'argent pour que tu approuves mon projet». Et puis bim, ils se fichent du reste, ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Et ils ont justement, c'est à cause d'un État surpuissant, ultra fort, qui contrôle tout dans votre vie, qui Mais peuvent moi, se permettre. je vais vous le dire parce que Thomas, il peut pas dire ce genre de choses évidemment parce qu'il peut pas. Lui, il est sur la brèche, il a envie d'être entendu par les politiques, etc. Il peut pas se cramer. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui prennent des chèques sous la table. Alors ça, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y a des gens qui prennent du fric sous la table. Et la deuxième chose, c'est que la grève de la faim, etc., c'est gentil. Je suis désolé, moi, Thomas, je partage son combat, mais j'ai peur que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Ce qu'il faut, c'est faire comme les Corses. Il faut que les paysans, là, qui n'ont pas eu le choix de vendre, ils viennent de dynamiter les travaux. Il faut tout détruire, d'accord? Si tous les jours, il y a des tracteurs qui passent et qui creusent des tranchées énormes au milieu de leur chantier, c'est comme ça qu'on les fera céder. Il n'y a pas le choix. Il faut utiliser la force contre ces On ne peut pas faire autrement, d'accord? L'État est une énorme mafia dans un monde libéral, dans un monde minarchiste pour moi et un monde très libéral comme peut le prôner Baptiste. On a déjà eu cette discussion dans un ancien live. Mais ce qui se passe, c'est que c'est votre propriété privée et pour qu'une entreprise privée puisse vous la racheter pour construire son projet, il faut que vous ayez accepté à Envie de le 100%. faire de Il faut vous-même. que vous ayez envie de le Exactement. faire. Donc moi, je suis une entreprise privée, je dis à Baptiste: écoute, je veux faire sauter ta baraque pour faire une autoroute, propose-moi un prix. Ok. Ouais, non, Et mais évidemment. il faut qu'on se mette d'accord. Et l'État est là pour s'assurer que la force n'est pas utilisée et que les deux parties consentent à l'échange. Une deuxième chose, c'est que l'État, ils ont utilisé notre fric pour construire cette nationale. Très bien. Moi, entre guillemets, quand les routes sont bien faites et utiles, ça me va. D'accord? C'est utile pour les gens qui prennent la route, etc. À partir de ce moment-là, c'est bien gentil, mais il faut les défendre. C'est notre bien. D'accord? C'est un bien public. Il est hors de question de le laisser utiliser par je ne sais pas quelle entreprise, etc., ou de l'utiliser contre notre consentement. C'est un Ouais. truc de fou. Vous avez payé pour ça. Vous avez payé. Ils ont été prendre l'argent dans vos poches. Ils l'ont construit avec et maintenant ils disent bon, bah allez, maintenant on casse tout. Non, non, non. Il y en a ras le cul, putain. Mm. Exactement, mec. Putain, quel enfer. De quel Et puis, enfer, mais c'est ça, mais ouais, quel enfer, quoi, ouais. putain. Et puis je sais pas s'ils ont. Alors, je parle sans savoir si la LPO a fait quelque chose pour les colonies d'oiseaux là, mais quand il s'agit de nous casser les couilles avec la chasse à la glu, non, mais avec les quotas sur les canards, etc., putain, on s'en prend plein la gueule, c'est des discussions à rallonge, on vient nous péter les oignons avec ça. Et alors là, ah bah là, les arbres de 200 ans, ça y passe, les oiseaux, rien à branler, mais putain, mais c'est pas possible. Tu Et vois? tu sais quoi Toi, le pire dans tout ça, mec? tu butes 3 pauvres perdrix dans ton étang, là. On vient te casser les burnes. Non, mais c'est vrai, tu vois? Ah ouais, On ouais. vient te casser les burnes. Et là, des colonies entières de piafs qui sont là depuis 30 ans. Bon, qu'est-ce que ça peut foutre? Au moins, on aura une belle route bien goudronnée. Mais niquez vos mères, putain. C'est Ouais, incroyable, hein. c'est des gros enfoirés. Et le pire dans tout ça, mec, c'est que c'est des vies derrière tout ça. C'est des projets de vie, c'est des Ouais, ouais, ouais. agriculteurs qui ont tout mis dans leurs terres, c'est des entrepreneurs qui ont créé des entreprises, c'est des gens qui ont investi dans leur maison familiale. C'est des Mais vies qui t'imagines sont des terres agricoles, il y en détruites. a. Mais attends, t'as des paysans, les terres, elles sont dans leur famille depuis des centaines d'années, mon gars. Mm. C'est honteux, c'est honteux, comme dirait. Comment il s'appelait putain, j'ai oublié René Malville. Hommage à lui, René, si tu nous regardes. C'est honteux. Ah ouais. Bref, allez, passons à un truc plus sympa parce que là, ça y est, tu m'as niqué ma journée là. Parce que vous en branlez, vous allez vous coucher, mais moi, c'est le milieu de ma journée et voilà. Voilà. C'est toi qui l'as contacté, Écoutez-moi. notre ami Thomas. C'est toi qui m'as C'est niqué ma vrai, journée. c'est moi qui m'en occupe. Mais bon, c'est bien. Non, mais attends, mais ça, c'est important qu'on en parle quand même. Je veux dire, Oui. c'est un sujet, ça va dans le sens de ce qu'on vous dit. On lutte contre justement cet État socialiste, on lutte contre la corruption, on lutte en permanence contre l'utilisation abusive des biens publics, de l'argent public, etc. Là, je suis désolé, ça tombe dedans. Il faut que la droite se rende compte que c'est un sujet pour nous, ça. L'écologie, l'expropriation,
la corruption, l'utilisation abusive de biens publics. Putain, mais il vous faut quoi pour que la droite elle se réveille et qu'elle parle de ça, d'accord? Mais Ouais. ils sont tous sur Lampedusa. Mais oui, il y a une invasion à Lampedusa, etc. Oui, c'est bien, mais il faut en parler, c'est très important. Je suis d'accord, mais il faut parler de ça aussi. Il faut se saisir de ce genre de sujet parce qu'après, c'est qui va récupérer ça? C'est Mélenchon et compagnie. Tu vois, ils vont se faire passer pour les gentils alors qu'ils bitent rien à rien, ils savent même pas comment on plante un arbre. Non, les gars, il faut se réveiller. C'est notre terre, des terres agricoles, des arbres qui ont été plantés pendant le Premier Empire. C'est à nous de nous en occuper. Tout à fait. Il y a Guigui21 Bar qui nous dit tu payes des taxes pour acheter un terrain, des taxes pour construire ta maison, des taxes pour la meubler, et là, tu es exproprié. Voilà. Voilà. Et attends. Est-ce que tu veux mieux encore? Ah ouais. Je suis prêt à parier, il faudrait faire venir un fiscaliste pour savoir. Je suis prêt à parier que tu payes des taxes sur la vente. Alors que tu vends à l'État. Je suis prêt à parier ça. C'est ça qui est génial. Mais sans aucun doute. Putain Et de merde. alors moi, j'aime beaucoup cette théorie que j'aime partager. Lorsque quelque chose est privé, lorsqu'un terrain est privé, lorsqu'une zone est privée, le propriétaire doit va le défendre avec des obusiers. avec des obusiers, avec J'aime cette théorie que j'en ai. c'est son droit naturel de défendre sa propriété privée. Mais en plus de ça, quelqu'un qui a un terrain qui lui appartient, il va tout faire pour le préserver. Du moins, la majorité des gens Surtout un vont terrain tout faire agricole. pour protéger leur terre agricole, pour pouvoir continuer à l'utiliser à long terme, etc. Dès que c'est public ou dès que c'est décidé par la grande bête froide qu'est l'État, vous pouvez oublier tout ça, tout le bon sens, tout l'écologie, etc. Parce que c'est juste le fric de la corruption qui rentre en compte. Est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose sur ce sujet, Baptiste? Non, allez, passons. Appelons quelqu'un de bien sympathique. Yes. Mettons Jeff à l'écran, quelqu'un qui a bien mangé aujourd'hui, pour nous remettre un petit peu de baume au cœur. Yes. Donc tout de suite, on va accueillir Jeff, qui est un Québécois nationaliste, qui, comme je vous disais un peu plus tôt, ne croit plus à la politique. Il va pouvoir nous expliquer qu'il a un grand On se historique demande de bien pourquoi. militantisme. Et aujourd'hui, il a compris que ça ne servait à rien. Il a mis en place tout un réseau économique pour faire bouger les choses à son niveau. Salut Jeff, comment vas-tu? Salut, ça va bien, vous autres? Ouais, Ça super. va très bien, ça va très bien. Écoute, tu as suivi un peu tout ce qu'on a dit juste avant, j'imagine. Ouais, Ça t'a pas ouais, surpris? les péripéties de l'homme C'est accroché incroyable. à l'arbre. Avoue quand Eh même oui, que c'est fou quand même. c'est fou Parce qu'on doive se rendre là. C'est plus ça. J'imagine que tu connaissais pas le sujet parce que déjà c'est pas très connu, puis en plus toi tu étais carrément pas français, donc voilà. Mais avoue quand même, c'est quand même incroyable comme truc, ça fait vraiment chier quoi. Ouais, définitivement. C'est c'est absurde c'est ça, de se rendre là pour des intérêts privés. En même temps, est-ce que c'est surprenant? Non, exactement, Tellement. c'est ce que je disais. Et alors de ce que moi on se connaît un petit peu, on a discuté ensemble, de ce que tu nous expliques, vous avez plus ou moins des problèmes similaires au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta situation, de ta vision des choses, etc. Juste avant brièvement de te laisser dire ça, Jeff, petite parenthèse, pour moi, c'est des intérêts privés qui sont mis en avant grâce à la force de l'État. Donc c'est vraiment un problème d'État. Je te laisse Oui, bien continuer, sûr. Jeff. Je pense que les gens ont compris. Hein. Ouais. On instrumentalise l'État. Mais en fait, c'est un peu à la jeune de ma réflexion avec mes associés. C'est que ultimement, les politiciens ne sont pas au sommet de la pyramide. Ils sont quelque part entre nous puis l'élite principalement économique. Fait que c'est de trouver des façons de se rendre à ce niveau-là. Là. Puis on a des grandes familles, nous, au Québec. C'est différent de la France, je pense. On n'en a pas beaucoup, mais on a quelques grandes familles, puis c'est en bas de 10 milliards là, de valeur. Fait que pas que j'aspire personnellement à me rendre là, mais on n'est pas dans des grosses familles qui valent plusieurs dizaines de milliards avec. Là, j'ai les Rothschild en tête, là, mais Oui. c'est pas dans le même impact. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, pour reprendre ta vision des choses, c'est que pour reprendre notre autodétermination, entre guillemets, plutôt que de viser la politique qui, pour toi, de toute façon, est toujours corrompue ou instrumentalisée, il faut viser l'élite économique et devenir prendre cette place, justement, c'est-à-dire fonder un empire économique pour pouvoir peser, c'est ça? Ouais, définitivement, c'est ça. Puis peut-être pas dans un horizon de nous s'élever à ce niveau-là, mais Oui, plus se baser sur nos enfants, leur donner les opportunités, mettre les bonnes bases pour créer
c'est ça. Nous, on appelle ça une élite économique. Là. On avait ça avant, historiquement, au Québec. Les Canadiens français étaient généralement sortis de tous les postes de gestion des entreprises, même fut un temps de l'administration publique. Puis dans les années 60, on a eu la révolution tranquille. Là. Je pourrais en parler un peu plus. Mais Ouais. grosso modo, c'est un changement sociétal où c'est qu'on est passé, qui disait l'obscurantisme catholique canadien-français à être des Québécois, fait que principalement sécularisés, éduqués, etc. Puis ça l'a emmené aussi une libéralisation économique de la nation, puis ça a créé le Québec Inc. Puis ce Québec Inc.-là, aujourd'hui, est, à mon sens, désuet parce que c'est principalement des gens qui ont fait leur fortune. Ils voient plus qu'est-ce qu'ils ont à perdre que qu'est-ce qu'ils ont à gagner. Fait qu'ils ils sont plus proches du patronat. Puis au Québec, le patronat est très, très, très pro-immigration. Je mets un bémol. C'est pas tant l'immigration française, là, c'est plus l'immigration cheap labor, les emplois dans les usines, dans les petits commerces. Grosso modo, pousser des politiques migratoires pour avoir du Uber Eats, etc. Ah ouais. Bon, voilà, au moins, la grande différence, c'est qu'il y a une grande différence avec la France, c'est que c'est des travailleurs pour le moins qui viennent bosser. Mais justement, j'ai l'impression que ça peut être un peu flou. Et je voulais commencer par une question pour que les gens comprennent bien le contexte de notre discussion. Est-ce que tu peux te présenter, toi, Jeff, et puis nous décrire l'initiative que tu as mise en place avant de développer les autres sujets? Oui, certainement. Fait que c'est ça, Jeff, entrepreneur en technologie, puis maintenant investisseur aussi. Pendant la COVID, moi, avant la COVID, j'ai travaillé j'ai fait beaucoup de militantisme politique, j'ai travaillé pour des partis politiques, j'ai même occupé des postes au niveau du financement, puis toutes les stratégies d'acquisition de membres de partis politiques. J'ai suivi énormément la présidentielle avec Reconquête. Les techniques étaient similaires, mais nous, on ramenait ça au Québec. La COVID arrive, tout le mouvement de panique, on le voit. Puis j'étais critique beaucoup du gouvernement Legault, qui était le gouvernement en place au Québec, puis qui est encore en place depuis ce temps-là. Mais voyant le monde comment réagit, je suis un peu moins, mais à ce moment-là, j'étais très critique, puis ça m'a coûté mes places en politique. Ultimement, c'était correct. Moi, je veux dire, je faisais ça pour défendre les valeurs dans lesquelles je croyais. Puis je crois que faire de la répression juste pour un peu avoir le contrôle de la population, pas le contrôle, mais plus la paix sociale, puis tout ça, c'était Ouais, donc il de faut savoir emmener. que Legault, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est à droite, très à droite par rapport au spectre québécois, la Ouais, politique ouais. québécoise, mais qui pourtant a été horrible pendant le Covid avec des mesures ultra liberticides. Exact. Puis la petite parenthèse, François Legault, c'est quand on dit nationalisme, nous au Québec, c'est comme c'est quasiment des modérés. Là. C'est des gens qui reconnaissent la nation québécoise comme étant distincte des Canadiens anglais. C'est des gens qui soient au pire, pardon, autonomistes, c'est-à-dire d'avoir un Québec fort dans un Canada faible, en parenthèse. Ou au mieux, quand on se dit nationaliste, ben là, c'est d'être nationaliste radical, donc faire la promotion de la souveraineté du Québec. Le camp dans L'indépendantisme. lequel, exact, on est des indépendantistes. Ça, c'est le camp auquel moi, je m'identifie le plus. Toi, Mais tu Legault, t'identifies comme un indépendantiste québécois. Tu voudrais sortir du ouais, Canada. Oui, vraiment sur des principes qu'on n'est pas le même peuple. On n'a jamais été le même peuple. Non, c'est clair. Puis on est comme un mariage qui va pas bien. On est ensemble, mais c'est vraiment dysfonctionnel. Puis l'exemple que je donne, là, c'est peut-être péjoratif, ça va faire réagir, mais les Canadiens anglais, c'est comme la bonne femme qui prend du poids pour pas que son mari le touche. Fait que il déteste vraiment les Canadiens français au point de même aliéner le peu de culture qu'ils ont. Puis justement, être pro-immigration. Les statistiques immigration je crois, c'est 100 000 personnes. En France, c'est 4 immigrants par 100 000 personnes par année. Le Québec est à peu près la même chose aussi, autour de 4. Mais l'Ontario est à 14. Et que Oh là comme là.
délirant, là. Puis tout ça parce que les revendications du Québec, c'est d'être, entre parenthèses, anti-immigration, mais c'est juste pour préserver la culture. On le voit, là, Montréal, ça parle presque plus français, dans le sens la langue commune devient de plus en plus l'anglais. Fait que ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû principalement à l'immigration. Pour vous Les donner un étudiants chiffre immigrants. intéressant, à Toronto, la plus grande ville du pays, je crois que c'est la 4e ou 6e plus grande ville d'Amérique du Nord. La majorité des gens qui vivent à Toronto ne sont pas nés sur le sol canadien. Moi, je pense que c'est comme 60% ou quelque Ouais. chose comme ça. Un peu plus de la moitié de la population de Toronto n'est pas née au Canada. Puis à Laval, la ville où c'est que j'habitais avant, là, c'était plus autour de 40%. Là, je suis rendu en région, fait qu'on est plus autour de 2%. Mais le Québec vit des changements démographiques de plus en plus. Puis les politiciens de gauche, avant considérés des social-démocrates comme René Lévesque ou Jacques Parizeau, René Lévesque disait à 30 000 immigrants, c'est la noyade démographique, c'est un peu le suicide de la nation. François Legault a même repris ces mots-là pendant la campagne de 2022. Mais François Legault est aussi le premier ministre le plus immigrationniste qu'a connu le Québec, avec les étudiants étrangers qui représentent à peu près 300 000 personnes. On avait de l'immigration illégale un peu comme aux États-Unis, dans une proportion différente. Ben, ça, c'est à peu près 50 000 personnes par année. Plus après ça, l'immigration économique, qui est le seul vecteur d'immigration que le Québec a des pouvoirs de sélection. Ben, ça, c'était à peu près 50 000 à 70 000. Fait qu'on est dans des seuils qui sont, fous là, comparés à ce que avant les politiciens de gauche reconnaissaient être le maximum qu'on pouvait atteindre sans se pervertir. Je pense que ce serait intéressant de faire même un épisode sur le sujet, sur la situation du Québec. Je parle au niveau identitaire, au niveau politique et sur les possibilités voilà, d'indépendance, etc. Là, on va juste partir du constat que tu fais, etc. pour essayer d'expliquer, pour essayer de se centrer sur ton projet, du coup. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une initiative, parce que sinon, on pourrait faire 2 heures là-dessus. Hein, c'est super intéressant. Définitivement. C'est pour ça que je pense que ça peut être définitivement intéressant de faire un épisode là-dessus. Mais du coup, sur toi, donc en tant que identitaire, indépendantiste québécois, etc. Voilà, tu nous disais que tu trouves que voilà, la politique, elle est un petit peu dénudée aujourd'hui, prélevée de ses forces. Toi, tu veux t'inscrire plutôt dans une démarche de construction économique, d'avoir quelque chose à céder, comme tu l'as dit, à tes enfants, etc., un poids économique, un peu un empire voilà, au niveau du business. Alors, quelle est ton initiative? Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est ça. Tout a découlé, en fait, de la politique. On était différents membres de partis politiques parce que nous, c'est ça, on a une organisation qui est plus grosse que les partis politiques qui s'appelle la Droite nationale, que c'est vraiment des gens un peu plus conservateurs, identitaires, beaucoup sur l'aspect culturel, parce qu'on a une culture forte au Québec qui malheureusement est en train de disparaître. Fait qu'on, ce groupe-là, on a vite constaté que après l'élection de 2022, c'était pratiquement impossible d'avancer dans cette sphère-là sans être moralement discutable, on va dire ça comme ça. Puis tu sais, dans la vie, ça sert à rien de faire des choses croches jusqu'au moment où c'est que tu obtiens le pouvoir, puis là, dire, bon, ben j'ai tout fait ça, mais maintenant je vais être bon. Là. Je pense que ton cœur se fait pervertir avant En de fait, prendre là. on a un peu comme Macron, qui était censé être le Mozart de la finance, le turbo-libéral, c'est celui qui met le plus de taxes dans l'histoire de France au niveau par rapport au PIB. Là, on a Legault qui était anti-immigration de masse, mais qui au final accueille énormément de migrants. Ah oui, puis il y a aussi plus de contexte. Exemple, il a poussé de l'avant la loi 21 qui est grosso modo une loi de laïcité, comme en France, qui empêche les enseignants d'avoir des signes ostentatoires, les policiers, etc. Mais dans cette loi-là, la première étape, c'était de retirer le crucifix qui était au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale. Fait que on s'entend que jamais ça va revenir. Puis nous, au-delà des considérations religieuses, c'est notre patrimoine. Le Québec, comme la France, ça a été créé à cause de l'avènement de Dieu. Là,
Dieu est là-dedans, il y a beaucoup de lui. Champlain n'aurait jamais réussi à fonder sans l'aide divine. Même chose pour Clovis. Fait que, à mon sens, c'est plus patrimoine que religieux, puis on l'a perdu, puis ça reviendra jamais. Fait que ce que tu veux Legault, dire, donc, c'est que effectivement. tout ça, c'est né d'une déception finalement de la politique à plusieurs niveaux. Ah oui, C'est oui, ça? puis autant au niveau des grandes orientations, tu sais, François Legault, c'est quand même quelqu'un que dans les mouvements de nationalisme, je veux dire, autant appliqué que des histoires, on va dire, un peu plus en arrière qu'on raconte. C'était un souverainiste pur et dur, fait que son arrivée au pouvoir, c'était le retour de la fierté. Il faut comprendre qu'au Québec, on est un peuple qui se fait tenir par terre. On aime ça être la victime. Et à la suite de 95, on a eu 2 gouvernements qui sont des libéraux qui ont un peu, à mon avis, scrappé le Québec. Là. Puis là, Libéraux au sens nord-américain, c'est-à-dire Oui, libéral, démocrates. de démocrate, quoi. Exact. Puis c'est ça, François Legault arrivait comme étant un peu le sauveur, le retour de la fierté québécoise, le nationalisme, un peu d'autonomisme, tout ça. Finalement, on se rend compte que c'est pas tellement ça. Je veux dire, c'est pas le pire gouvernement, mais c'est pas le meilleur gouvernement. Puis quand on est Donc un... la politique, c'est pas la solution. On a exactement le même avis avec Exact. Baptiste. Je veux juste faire une petite parenthèse très rapide parce que je pense que c'est important pour l'auditoire. Comme vous savez, moi je suis pour une immigration par sponsoring. Il y a une différence avec la France, c'est qu'ici il y a beaucoup moins d'insécurité, beaucoup moins de racailles, même s'il y a un risque de perte d'identité. Il y a pas cette problématique-là. Et donc toi, quand tu as vu cette politique qui marchait pas, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est ça. Là, on a, avec mes associés, dans le fond, on a décidé de, OK, ben, la politique, ça a ses limites. On a des compétences en technologie, on a des compétences en gestion, on a un peu de capital. Trouvons des façons de mettre tout ça en contribution. Fait qu'on a démarré notre première entreprise. On a été chercher les premiers mandats. On a construit une équipe. Aussi, c'est ça, les revenus qu'on fait, on est très bon dans la gestion de nos flux de trésorerie. Fait que à ce niveau-là, on a été capable d'économiser des sommes assez intéressantes assez rapidement. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ça, on fait faire des petits à ça. On investit directement dans des projets, dans des entreprises qui découlent vraiment de nos cercles nationalistes. Le but, là, comme je dis, c'est ça, c'est de pousser les gens vers la prochaine étape, comme on dit, le next step. Le next step, c'est quoi? Ben, c'est souvent de se lancer en affaires. Puis, je veux dire, les groupes nationalistes ne sont pas différents des autres. Sur 10 entreprises qui se lancent, il y en a une qui va survivre. Ben, on est conscient de ça aussi, puis on essaie d'accompagner le plus possible les gens de nos cercles. On travaille fort. Il y en a qui consent qu'ils vont réussir, on en a qui consent qui ont un peu plus de défis devant eux. Mais à la fin de la journée, c'est ça la stratégie, c'est de construire comme vraiment bloc par bloc ce qui va devenir un réseau. On essaie Une d'être sorte de complémentaires. communautarisme économique. Exact, exact. Puis nous, on a vu souvent ça au Québec, dans l'histoire du Québec. On appelle ça des consortiums. Là. Ça a été perverti récemment. Mais il faut comprendre, moi, dans le temps de mon grand-père, avoir un prêt pour se lancer en affaires, c'était impossible. Il ne donnait pas d'argent aux Canadiens français. C'était les banques anglaises. Puis c'était comme ça. Il fallait être issu de la bourgeoisie. Ou sinon, il fallait oublier ça. Fait que comment ils se sont faits? Ben, les gens, en l'occurrence, Alphonse Desjardins a créé des coopératives. Fait que les gens mettaient leur argent ensemble pour donner une chance à un entrepreneur de se lancer en affaires. Fait que le modèle québécois, on regarde ça, que ce soit dans notre histoire ou dans notre futur, je pense que ça passe énormément à travaillons ensemble, trouvons des synergies. Puis quand je parle de Québécois, là, c'est peut-être là aussi qu'il y a une petite subtilité. Moi, je vois les Français comme des frères. Je ne vois pas des Français comme un autre peuple si différent. Je veux dire, moi, mes ancêtres, ils viennent de La Rochelle. Là. Il y a 400 ans, ils ne viennent pas du fin fond de Port-au-Prince ou Oui, de bien même. Là. sûr. On vient du même endroit. La seule différence, c'est que mes ancêtres sont partis vivre en Nouvelle-France avant que vous, vous avez décidé de le faire.
Fait qu'on a une vision très internationale de nos activités. C'est pour ça qu'on est rentré en contact, entre autres, avec Baptiste. C'est d'élargir Bien notre sûr. cercle. On est aligné beaucoup sur les mêmes valeurs, la doctrine de l'Église catholique. C'est beaucoup autour de ces valeurs-là communes, de se dire, ben nous, moi, je contrôle mon entreprise, je contrôle mes projets. Si un client que c'est un petit peu plus difficile, on s'entend pas bien, ben on lui dit merci, bonsoir. Tu sais, on n'a pas d'attache, on essaie de ne pas Ouais, avoir ouais. de dette, tout ça. Fait que de créer un modèle différent. Vous Mais travaillez avec qui vous avez envie de travailler. Exact. Et que ce soit client, partenaire, fournisseur, il faut vraiment rentrer dans une mentalité de choix. Tu sais, on dit souvent qu'on vote avec notre argent. Ben, la plupart des gens, ils travaillent 40 heures semaine minimum. Ben, pourquoi pas mettre cet effort-là dans un projet, une entreprise qui génère des revenus, mais qu'après ça, qui utilise ces revenus-là pour, désolé de Ouais, cool. l'anglicisme, là, mais de shaper un peu la société dans laquelle il veut s'épanouir. Puis en ce moment, ça existe, ces groupes-là. C'est le conseil du patronat. Il y a même des groupes identitaires d'investissement dans des entreprises noires, d'investissement dans des entreprises femmes, LGBT, etc. Mais nous, Bien sûr. on n'en a pas aucune qui fait Déjà, la tu sais que promotion. ces groupes-là, ils touchent des subventions de l'État qui sont compliquées à aller chercher quand on a des idées comme Oui, non, mais après, je pense que comme les nôtres. c'est aussi une question idéologique. C'est que chez nous, il y a tellement de mecs qui sont allergiques à l'argent, qui ont l'impression que c'est toujours un truc. Non, mais faut le dire, hein, qui ont l'impression que c'est toujours un truc mauvais. Tu sais que faire de l'argent c'est tabou, le business c'est mal, etc. En fait, juste parce qu'ils connaissent rien, ils comprennent rien, tu vois, à comment ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que les initiatives sont plus dures à venir de notre bord, parce qu'il y a qu'à voir. Moi, tu sais, je me rappelle un truc, une expérience vraiment qui m'a vraiment réveillé sur le sujet. C'est que il y a 3 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a eu un gros engouement, etc. Et les retours étaient plus ou moins à droite positifs, tu sais, vraiment. Pendant, on va dire, 7-8 mois, vraiment, tu sais, s'il y avait un engouement, c'était du positif, du positif, du positif. Et vraiment la première vague de merde que j'ai pris de la droite, hein, je parle pas de la gauche, hein, la première vague de merde que j'ai pris, c'est quand j'ai créé ma marque de vêtements. C'est-à-dire la première vidéo qui a été lynchée, c'est une vidéo où je dis, bah voilà, j'ai créé ma marque, voilà, où, tu vois, enfin, voilà, j'essaie de faire travailler des entreprises françaises, blablabla. Vague de merde. De la droite, hein. Est-ce que Vraiment. cette Ouais, mentalité, tu veux faire du fric sur le dos de la droite, ouais, t'es une merde et tout. Et là, je me suis dit, mais vous êtes cons. Mais en fait, je suis entouré. Et j'ai commencé à comprendre, ça a été le petit grain qui a commencé où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, à droite, tu es entouré d'attardés mentaux et que c'est pour ça qu'on gagnera jamais. Donc, les mecs sont des débiles je mentaux. Non, pense mais qu'il y c'est a clair, parce qu'en fait, il y a une mentalité qui est très française aussi là derrière ça. Est-ce que toi, tu communiste, vois la ouais. même du côté québécois, Jeff? De l'argent, c'est mal. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, énormément. Puis nous, on se bat avec ça, avec nos partenaires, les gens qu'on... Tu sais, je veux dire, on arrive à des gens dans nos cercles qu'on sait qui ont des idées, on leur propose de les aider, puis tout de suite, c'est, ben moi, je veux pas devenir riche pour pas, pardon l'expression, là, mais me torcher avec des Kleenex dorés ou du PQ doré, mais c'est pas là la volonté, là. Je veux Non. dire... Nous, La on volonté, achète c'est des d'avoir, c'est d'avoir, c'est d'avoir. on achète des buggy et des AR15, donc ça n'a rien à voir. Tu vois. Des bottes en croco. mais Donc, il n'y a vraiment rien à voir avec tout ça, quoi. Je comprends pas, c'est pas du tout là-dedans que l'argent part. C'est même d'avoir Le but, c'est d'avoir 18 cannes à pêche. Je vois pas, je comprends pas en fait en quoi c'est mal. Ouais, c'est comme la politique ne marche pas, c'est d'avoir un pouvoir décisionnel grâce à l'économie. Et puis même, quoi qu'il se passe, démocratiquement, si tu veux financer des campagnes, etc., il faut de l'argent. Pas démocratiquement, si tu veux financer la guerre, etc., il faut de l'argent. À un moment, même si tu veux qu'on t'écoute, ou même si tu veux sortir de la merde, il faut de l'argent, tu vois. Ben oui. Donc, et l'argent amène l'argent. Je veux dire, moi, très concrètement, les gars, est-ce que vous préférez... j'étais pauvre avant YouTube, je faisais vivre personne, entre guillemets, enfin pauvre. J'étais très limité au niveau de mes moyens, etc. Aujourd'hui, que je suis à la tête de plusieurs entreprises, etc., je fais travailler du monde et que des mecs de chez nous, tu vois. Donc en sortant de la merde, j'ai sorti je sais pas combien de mecs de la merde qui eux-mêmes sortiront des gens de la merde. Donc c'est un cercle, quoi. Oui, est-ce que vous préférez, excuse-moi, je t'ai recoupé, Baptiste, mais est-ce que vous préférez qu'un Baptiste, il y a 3 ans, se limite financièrement parce que vous n'aimez pas l'argent et reste au même niveau toute sa vie,
Ou est-ce que vous préférez qu'il gagne de l'argent, qu'il puisse le réinvestir dans ses projets pour faire partager encore plus ses idées et pour aider encore plus les gens de notre bord? C'est le nerf de la guerre. Mais quand tu vois des entreprises françaises, je ne sais pas si tu connais Jeff, mais comme Kalos ou Terre de France, mais qui se font littéralement cracher dessus par la droite, alors que les mecs, tout ce qu'ils ont fait, c'est créer des entreprises par des droitards, pour des droitards. Ils financent, Terre de France finance des associations, de son côté, genre aide aux militaires, aux paysans en difficulté. Kalos, eux, ils financent des youtubeurs français. Donc, tu sais, ils donnent de l'argent à des mecs comme moi, à d'autres gars, à des petits même, à des petits youtubeurs, à tous les mecs de notre bord. Donc, et ils sponsorisent genre des combattants genre Benoît Saint-Denis. Et les mecs, littéralement, chaque fois que tu fais une sponsor pour eux, t'as 50 000 fils de pute qui sont là en mode les hommes sandwich, gna gna. Mais vous rendez. Et je pense qu'il y a pas mal de mecs qui se rendent pas compte parce que je vois Bouli là dans le commentaire qui dit qui crache sur Chaos Terre de France. Je pense, les gars, que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous, si vous n'êtes pas comme ça vous viendrait pas à l'idée, mais que tu prends quasiment plus de commentaires et de trucs négatifs que de trucs positifs quand tu fais une initiative comme Kalos ou Terre de France. Ils se font littéralement chier dessus. Et moi, chaque fois que je faisais des pubs, je me faisais littéralement chier dessus par une énorme partie de la droite qui sont, mais j'ai pas d'autre mot, des attardés mentaux réellement, allergiques au fric, au business et qui comprennent rien à ce que la vie va. Donc en gros, si je comprends bien, avoir une entreprise comme Kalos, faire fonctionner des ateliers français, des artisans français, financer des vidéos des créateurs français et des combattants français qui portent nos couleurs, c'est pas bien. Et être un fils de pute au RSA qui met des commentaires sur TikTok, ça c'est bien alors. Donc c'est ça. Et après vous dire votez Zemmour. Mais bande de fils de pute, mais bande. Il y a dans les commentaires comme Suicidez-vous. 27 qui nous dit c'est pas des mecs de droite. Alors, mais si, c'est des socialistes de droite. C'est une mentalité. C'est une grosse partie. Ce bloc représente une énorme partie des gros droitards mongoliens. C'est pas juste 2-3 mecs. En fait, au début, tu crois que tu dis ça doit être 2-3 arriérés. Non, ces gens-là sont présents en nombre de notre côté. Je vous jure, c'est incroyable. Tu peux pas faire le tri tellement ils sont nombreux. Parce qu'en plus, tout ça, ça passe par la guerre culturelle. Et pour financer des films, pour financer des œuvres, pour financer plein de choses, il faut de l'argent. Et si on ne fait rien de notre côté, eh ben, c'est la République socialiste, l'État socialiste, qui, avec tout l'argent qu'ils vous volent, finance toutes les conneries que vous détestez. Mais bien sûr. Puis tu sais, ça rejoint un peu ce que tu disais, Baptiste. Il y a beaucoup de branleurs dans notre camp. Comme probablement dans le camp de la gauche aussi. Oui, bien sûr. Mais ces gens-là, moi, tu sais, aujourd'hui, je regarde, si tu me critiques, qui t'es, tu sais, dans le sens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as accompli, as-tu une discipline de vie? Puis si la réponse, c'est non, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête parce que à la fin de la journée, puis même les gens avec qui on collabore, pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes, ben, il faut les pousser au maximum. Puis il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne réussiront pas, mais c'est ça, créer une élite. L'élite, là, c'est pas tout le monde qui veut une carte, on leur en donne une. C'est ceux-là qui sont capables de voir les sacrifices. J'avais un coaching avec un de nos entrepreneurs, puis je parlais d'aller vendre son produit. Puis, tu sais, vas-y. Il dit, moi, je fais pas ça, c'est tel autre gars dans l'équipe qui fait ça, il est meilleur que moi, mais pardon, c'est ton entreprise. À la fin de la journée, tu es imputable de chaque chose. Fait que si tes ventes ne sont pas au maximum, puis tu me dis, ben, c'est pas grave, c'est de la faute de tel gars, ben, soit tu vas y botter le cul pour qu'il ramène la pépette, ou soit toi, tu prends le règne, puis tu imposes une vision, tu crées une stratégie, tu arrives, tu imposes ta vision à ton gars, puis voici, c'est là qu'on va. Parce que je sais pas si les gens se rendent compte du nombre de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui ne font rien de la journée, le nombre d'employés qui bossent peut-être 10 heures par semaine ou qui sont pas productifs du tout. Est-ce que j'ai une question à te poser par rapport à ça, Jeff? Une question rigolote. Est-ce que tu préfères travailler avec un immigré qui a des valeurs communes à toi, un gars solide, un bosseur, ou avec un Québécois gauchiste branleur? Un bosseur, tout le temps. Okay, tout le temps. Tu sais, des branleurs, là, souvent, si on regarde dans l'histoire aussi, là, c'est les fils de gens qui ont réussi, qui viennent détruire leur entreprise. Puis pourquoi? Ben, c'est principalement, c'est ça, c'est une question de valeur, c'est une question de discipline. Fait que nous, on valorise vraiment le mérite. Là. Si quelqu'un... en même temps, je pense que pour quelqu'un qui vient travailler pour nous, nous, on a des discussions vraiment profondes sur le nationalisme québécois. On a des cercles de lecture.
avec des vieux livres canadiens-français. Si on met de l'avant une culture d'entreprise qui est très, très orientée sur le nationalisme québécois. Fait qu'après ça, tu sais, quelqu'un qui vient travailler pour nous, Oui. il n'est pas déjà un peu intéressé par Ça présélectionne les ouais. gens, la candidature, évidemment. Il va pas Exact. avoir Ça, envie de c'est les travailler questions. avec vous. Faut pas que tu fasses attention, c'est les questions du guise. Tu as toujours des tu préfères complètement, tu Mais non, préfères mais manger c'est, un moi je hamburger trouve fourré au non, je trouve sperme ou non, mais je un trouve que truc, ça je toujours trouve des que trucs comme ça. Faut pas je faire trouve que c'est attention. je trouve que Faut c'est pas faire intéressant, attention. un immigré français qui s'approche de toi, et qui est Ah ouvert bah, aux idées il cogne nationalistes direct. et qui est un bosseur. Toi, comment est-ce que tu vois l'immigration française, toi directement? Bah, C'est c'est des gauchistes. c'est excellent. Ouais, c'est ça. Au Québec, c'est principalement des Français de gauche qu'on Montréal. reçoit. Des gens de Mélenchon. Là, je pense même que quand on regarde les résultats de la présidentielle, Oui. c'est souvent Mélenchon, premier tour. C'est Mélenchon, Macron. Mélenchon premier, mais Macron deuxième, dans les plus Ça, représentés c'est, parmi les tous Français au les Québec. étudiants qui viennent étudier à Montréal et qui repartent par la suite. Exact. Puis souvent, on voit que c'est quand ils ont des enfants, là, ils décident de repartir en France. C'est plus facile avec les beaux-parents puis les parents de faire ça. Mais le Québec a un problème. On a un problème stratégique. Puis moi, au-delà d'être idéaliste, j'aime ça vivre dans le réel. Puis notre réel à nous, ben, c'est que on est en baisse démographique. Un peu comme vous, on a des enjeux au niveau de la natalité. Mais comme je disais, l'Ontario, qui est notre voisin, a 14 immigrants par 100 000 habitants qui rentrent sur le territoire. Mais je pense que c'est pas 100 000, je pense que c'est même 1000. J'ai fait un lapsus tantôt, je me suis trompé. Ces gens-là vivent à Toronto. Les prix de l'immobilier montent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, on va aller à Montréal, c'est beaucoup moins cher. Puis en plus, on est capable d'avoir une vie en anglais. Fait que même pas besoin d'apprendre le français. C'était un président d'une très grosse entreprise que ça fait 14 ans qu'il est à Montréal. Il a dit, j'ai pas besoin de parler français pour vivre ici. Puis ça a fait un méga scandale. Fait qu'au Québec, si on n'a pas une hausse démographique, pas semblable au Canada, mais au moins minimale pour garder un rapport de force, on est mort. Fait que aussi bien avoir de l'immigration de droitards français, si possible, que de l'immigration qu'on ne choisit pas, d'Ontariens qui décident de venir vivre au Québec parce que le coût de la vie est plus bas, vu qu'on a une société un peu plus imperméable aux influences américaines, puis aussi à l'immigration de masse. Donc, l'immigration la plus intéressante pour préserver l'identité québécoise, sachant qu'il y a besoin d'immigrer pour avoir un bon rapport de force, c'est les Français droitards. Bah, après, il y a besoin des immigrés, entre guillemets, c'est une solution de secours, parce que la première solution, c'est que les Québécois aient une politique nataliste, hein, ils fassent des enfants, hein. C'est ça le premier truc dont ils ont besoin. Le problème, c'est que c'est comme les Français, comme ils sont pas capables de faire assez de gosses. Après, la solution de rechange, c'est effectivement l'immigration. Mais bon, le premier truc, ça serait bien, c'est qu'ils fassent tous des gosses, quoi. Mais nous, on a au Québec un petit syndrome post-traumatique, du moins chez nos femmes. Je vais prendre l'exemple de la grand-mère de ma conjointe. Elle a eu, je pense, 14 ou 15 enfants. Puis ça, c'était dans le sens que c'était très normal là, que les femmes aient en haut de 10 enfants avant les années 60, on va dire ça comme ça. Fait que aujourd'hui, on associe beaucoup justement l'emprise de l'Église, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, au fait que la femme restait au foyer, tout ça. Fait que les femmes aujourd'hui veulent des carrières. Puis dans l'aspect démographique, on n'est pas différent d'ailleurs. Dans le fond, les femmes sont éduquées, sortent de l'école plus tard, entament un projet de vie plus tard dans leur vie, puis des fois, ils dépassent leur fenêtre d'opportunité parce qu'ils n'ont pas rencontré le bonhomme au bon moment, etc., etc. On vit ça aussi. Oui, c'est le même problème qu'en France. Le Québec. Avant, les Québécoises, les Québécois, quand ils faisaient autant d'enfants, c'était justement pour peupler avec des Français, avec des francophones, des Québécois. Exact. Vu qu'on n'est pas un peuple violent, on n'est pas la branche de Français réactionnaires qui ont traversé l'Atlantique. Fait que la façon que les Québécois, suite à la conquête, ont trouvé de survivre, c'était à travers le ventre de nos femmes. C'est ça. On regarde là, l'histoire. Là, on a été un peuple qui a eu un gros boom démographique, puis ça jusque dans les années 60. L'Église était là beaucoup pour pousser. On a vécu ça, mais après ça,
ça s'est effondré avec l'avènement du modernisme. Là. Malheureusement, heureusement, on a un combat à ce niveau-là. Mais il y a de la place encore pour des politiques natalistes, là, à mon avis. Puis il y a aussi une conscience chez certaines personnes de cet aspect-là de survivance. Et comme moi, on a 2 enfants en ce moment, on aimerait en avoir un 3e. Ben déjà, on a 2 fois plus d'enfants que la moyenne québécoise. Là. Fait que c'est ça. On va voir jusqu'où tout ça mène, mais notre fenêtre d'opportunité pour devenir un État rapetisse. Les estimations, c'est que 2040, si c'est pas fait, ça sera pratiquement impossible à faire autre que par la violence. Je pense que personne, je veux dire, même si quelqu'un veut absolument être souverain, c'est pas une voie à envisager. Les États-Unis ne laisseraient jamais faire ça à côté de leurs frontières. Tu estimes que c'est au même niveau que la France, la situation au Québec, ou c'est différent? Nous, en fait, la grosse différence, c'est que nous, notre immigration n'est pas régionalisée. Fait qu'elle est concentrée dans quelques villes, là, le long de la vallée du Saint-Laurent. Mais dès qu'on va en région, puis moi j'habite à 20 minutes de Québec, il n'y a presque pas d'immigrants dans mon village. Là. Ouais, il y a plein de villes au Québec. Si tu vas à 20 minutes de Paris... c'est la Seine-Saint-Denis. À 20 minutes de Paris, tu as le choix entre la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise ou l'Essonne. Et globalement, c'est très complexe. Globalement, c'est très exotique. Ouais. Mais je pense que le Québec, en fait, moi, mon message aux Français, c'est que le Québec, c'est la seule place que je pense qu'il y a un avenir. Si on regarde l'histoire de la France comme étant une branche qui s'est séparée, vous avez eu votre révolution, puis nous, on a eu la conquête, 2 grands drames. On continue chacun de nos côtés. La seule nation qui peut être encore souveraine de sa terre, je pense que c'est nous, les Canadiens français. On a cette opportunité-là. Puis comme je mentionnais dans le pré-show, la seule fois qu'on a été vraiment proche de l'avoir, c'est quand Charles de Gaulle est débarqué à Montréal. Fait que ça ne peut pas se faire sans nos frères français. Ok, donc ça va être compliqué parce que les Français, ils n'arrivent déjà pas à s'occuper pour le moment de la souveraineté de leur propre pays. Donc, il ne faut pas trop compter sur nous là pour vous aider tout de suite. On est un peu occupés avec nos propres Mais en même temps, pour paraphraser ce que tu dis, Jeff, pour toi, en France, c'est mort. Il y a peut-être un peu d'espoir au Québec. Ouais, la France, pour une raison géographique, là, l'Europe ont fait des choix stratégiques qui vont les emmener à être déstabilisés pas mal dans les prochaines décennies. Le Québec, on est vraiment isolé de tout ça. T'sais, nous, là, des migrants qui arrivent par bateau, là, on n'aura pas ça. Puis on voit même l'hiver, un exode, parce que l'hiver est trop rude. Fait que les gens, les migrants, principalement les migrants illégaux, parce que malheureusement, on retrouve des cadavres le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, puis à la place de vouloir rentrer, ils sortent. Là. fait qu'il y a l'aspect aussi de l'hiver. L'hiver à Montréal versus l'hiver dans le nord du Québec, là, c'est pas la même chose. Là. Fait que on a l'aspect géographique. Puis la France, géographiquement, ils sont mal placés. Après ça, ils ont remis leur souveraineté dans les mains de Bruxelles. C'est comme, En fait, le Québec a cette possibilité, grâce à la géographie notamment, de pouvoir choisir son immigration. Puis les limites des politiques immigrationnistes de Trudeau arrivent à terme. On le voit, là, la crise du logement, c'est mathématique. Là. Je veux dire, on utilise ça, entre autres, pour faire des investissements. Ils appellent ça de la spéculation, mais c'est pas de la spéculation. On construit la moyenne historique depuis 2000 au Québec, au Canada. La construction de nouveaux logements, c'est autour de 200 000 unités locatives. On rentre 1,5 million, puis l'an passé, c'était 1 million d'immigrants. Ça ne peut jamais suivre la capacité de nouveaux logements. Puis il y avait une crise immobilière avant, elle va juste continuer de se poursuivre. Fait que, tu sais, les politiques migratoires de Trudeau, bien à terme, on le voit qu'il baisse énormément dans les sondages dernièrement. Fait que Pierre Poilievre n'a pas tant une position anti-immigration, là, au contraire. Lui, il veut reconnaître plus rapidement les statuts de travailleurs immigrants.
Mais je pense que la population, le modèle canadien peut plus tenir comme ça. Fait que le Québec il faut juste une bonne élite, là. Il va bien performer là-dedans, comme dans le passé. Le Canada anglophone a une culture beaucoup moins forte que le Québec et ils sont Bien sûr. plus dans un mindset économique. Ils veulent On faire va de pas se mentir, l'argent, on va pas se ils veulent mentir, faire un truc. hein, le Canada anglophone, c'est des sous-américains. Il n'y a pas de culture. Non, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de culture canadienne anglophone réellement, hein. Je veux dire, c'est vraiment. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'Amérique en moins bien. Donc, C'est les perdants de la Révolution qui ont Ça, bah, ouais. gardé leur mentalité ça, au dé- fil ça- du ça- temps. ça- ça dépend, C'est ça pour ça, dépend, tu vois, comme. ça dépend sur quel point. C'est l'Amérique en moins bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde, mais il y a quand même des Canadiens qui sont des gars super du côté anglophone, pas d'un point de vue culturel, mais d'un Non, point de mais vue après, tu trouves toujours deux, trois mecs. C'est en non, mais Alberta, etc. d'un Il y a point de toujours vue des mecs sympas. Mais... Non, mais d'un point de vue style de vie et d'un point de vue politique, il y a des gros droitards dans le Canada anglophone. Des mecs, des cow-boys, des pêcheurs, des chasseurs. Et puis, il y a quand même beaucoup moins d'impôts sur les sociétés ou sur des choses comme ça dans le Canada anglophone. Je pense qu'on est c'est comme les États-Unis, mais il y a les deux extrêmes. Il y a des woke, des gauchistes, et il y a des mecs très à droite comme aux États-Unis. Mais Justin Trudeau l'a un peu. En fait, Justin Trudeau a fondamentalement changé le Canada. Moi, je dis tant mieux parce que du chaos naît des opportunités. Puis le Québec est pas puissant quand le Canada est puissant. Fait qu'il faut. Si notre ennemi est faible, puis je dis le Canada, c'est notre ennemi, on va jamais s'entretuer, là, mais je veux dire, historiquement, je ne sais pas si vous le saviez, mais les Québécois, ils nous appelaient carrément les nègres blancs. C'était pas les white niggers. Dans l'armée, Ah, puis même, je veux dire, dans la rue, là, Ah je ouais. pense dernièrement, il y avait encore une pancarte Speak White à McGill. Là, What? c'est pas. Mais il y a des mouvements identitaires anglais, surtout faut comprendre les Anglais de Montréal. En fait, je pense que les Anglais de Montréal, j'ai plus de problèmes avec eux que les Anglais du reste du Canada parce que eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à perdre. Le jour que le Québec devient un pays, ils perdent toute influence. Puis c'est beaucoup des grosses familles. Ils appellent ça les familles laurentiennes. Mais le Canada anglais, je pense, tu sais, comme l'Alberta, serait ouvert à une rediscussion de la Confédération, puis comment on redistribue les pouvoirs, puis tout ça. L'Ontario, jamais, parce que eux autres, c'est le Canada. Fait qu'on va voir comment cette instabilité-là que Justin Trudeau a créée à cause de ses politiques migratoires, économiques. Je veux dire, il a doublé la dette carrément du Canada pendant la COVID. On va devoir rembourser ça. Fait qu'on va voir comment ça se fait. Nous, parallèlement, ce qu'on fait, ben, comme à chaque jour, on travaille sur nos projets, on travaille sur nos entreprises, on construit un patrimoine, on avance, on regarde ça aller. Tu sais, moi, je n'ai pas d'espoir en Justin Trudeau, j'ai pas d'espoir en Poilievre, j'ai pas d'espoir en François Legault. J'ai mon lopin de terre. Je sais qu'est-ce qu'on fait. On avance. Puis aussi, il y a quelque chose de sain mentalement à créer quelque chose, puis de le voir prendre forme, avancer, puis tout ça. Tu sais, on se dit, OK, finalement, je suis pas un loser de sous-sol qui accomplit rien. Non, au contraire, ce que je crois, ben, je travaille pour le faire arriver. Là. Un peu dans la phrase de JFK qui avait dit demandez-vous pas ce que vous pouvez faire, ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Donc toi, tu es ultra motivé parce que au-delà de l'argent que te permet de gagner ton entreprise, ton réseau économique, tu as aussi un combat, tu as aussi des convictions que tu arrives à transmettre là-dedans. L'Alberta, d'ailleurs, qui est une province très à droite, ils votent conservateur depuis des décennies et des décennies. J'allais te poser une question en pensant justement à JFK. Est-ce que tu penses que justement la droite américaine, elle a un mindset différent en ce qui concerne l'argent et le fait de devoir faire de l'argent pour se défendre? Est-ce que tu t'inspires de ça? Ah, définitivement. Ouais, c'est évident. Évident. Il faut, là, tu sais, la recette de faire la promotion de la virilité, de tout ce qui est au niveau spirituel, d'avoir une meilleure discipline, une meilleure hygiène de vie et tout ça.
Je pense que ça, c'est ultra bénéfique, puis ça vient beaucoup, beaucoup de la culture de la droite américaine. La droite française, c'est plus une culture intellectuelle, là. On voit Zemmour, tout ça. Au Québec, on n'a pas de droite. Je pense qu'on n'a même jamais eu là, dans l'histoire politique. Mais la droite américaine, puis même au-delà des considérations, on va dire, culturelles, là, de s'inspirer de ça, je pense qu'il y a des liens vraiment à faire. Le Québec, c'est un vaste territoire avec plein de ressources à exploiter, mais on n'a personne, on n'a pas les technologies, on n'a pas rien de tout ça. Fait qu'il y a moyen de faire des affaires avec des gens de la droite américaine qui sont, exemple, dans l'énergie, dans le manufacturier, Pour etc. ça, avec Jeff, on travaille à refaire, en fait, secrètement, on reconstruit la Nouvelle-France Les petit à contacts, ouais. petit. On est en train de faire une espèce de réseau entre Québec, Texas, la Louisiane. On va récupérer le Mississippi après. Là, on est en train de bosser là-dessus. Donc, on va récupérer les ports français sur la côte le golfe du Mexique, etc. On va refaire, vu qu'il a dit que c'était mort pour la France, mais qu'il y avait un espoir ici, on va essayer de refaire une nouvelle France. Puis cette fois, on se prémunira de ce qui peut nous arriver face aux Anglais, etc., quoi. Ouais, puis pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt sur les gens de la droite qui chiolent, qui pleurnichent, les branleurs. Mais nous, au Québec, il y a une histoire, du moins dans nos cercles, qui résonne beaucoup. C'est l'histoire du fort Carillon, là, la bataille du fort Carillon. Puis grosso modo, c'est 3600 Français et Canadiens français qui ont combattu à peu près 16 000 Anglais, puis ils leur ont foutu vraiment. Nous autres, en québécois, on dit on leur a crissé une volée, là, mais grosso modo, la logique de cette histoire-là, puis encore, c'est une histoire un peu mystique, là, avec la Vierge Marie, puis tout ça. Puis le drapeau du Québec vient de l'étendard, qui est un peu notre version de l'Oriflamme, je pense, qui est la bannière de Saint-Denis, c'est ça? Mais nous, c'est ça, on a la bannière de Carillon-Sacré-Cœur, qui est l'ancêtre du drapeau québécois. Puis, fait qu'on a cette logique-là, nous, dans ce qu'on fait, qu'on n'a pas besoin d'être une armée. T'sais, c'est vraiment une poignée peut battre une armée. Là. Il faut juste travailler de façon rigoureuse, Correctement, disciplinée, puis on va réussir. Ouais, ils nous disent, pour donner l'information aux auditeurs, au Moyen-Âge, l'oriflamme de l'abbaye de Saint-Denis était l'étendard du Voilà. roi de France en temps de guerre. De 1124 à la fin du Moyen-Âge, elle accompagne les armées au combat. Voilà. Ouais. Puis nous, le drapeau aussi là, du Carillon Sacré-Cœur existe encore. Je pense que c'est au musée de la civilisation à Québec ou à l'Université de Laval. C'est possible d'aller la voir, mais pour la petite histoire, ce drapeau-là a été perdu longtemps, probablement qu'il était dans une église cachée, parce que c'est quand même une relique religieuse, là, je veux dire, dans l'histoire, c'est que quand ils ont brandi la bannière, la Vierge est apparue, puis la bannière était sa robe, puis ça a attiré les balles. Fait que pendant ce temps-là, les Canadiens français puis les Français ont pu battre les Anglais. Mais il y a une espèce aussi ça de se réapproprier ces symboles-là. Puis c'est ça que je comptais à Le Guise une autre fois, c'est nous, la Marseillaise, ça a une autre connotation. En fait, nous, c'est quasiment un chant religieux là, au Québec. Ah oui. Parce que c'était des curés qui chantaient ça pendant qu'ils faisaient des processions, vraiment des curés nationalistes, là, entre autres Lionel Groux, qui chantait la Marseillaise, le poing dans les airs. Fait que pour nous, ça a une connotation vraiment différente. Fait que c'est de moins en moins rare de voir des gens brandir justement le carillon Sacré-Cœur là, en chantant la Marseillaise. Bah écoute, c'est beau ça. C'est beau. On va finir. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. C'est une magnifique façon de conclure cet entretien. Merci beaucoup, Jeff, en tout cas. Plaisir. Merci. J'espère que ton initiative va donner des idées à des Français qui nous écoutent. Et puis voilà, quoi, que ça peut lancer tu vois, je veux dire, un mouvement un peu motiver des troupes. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, Nous, on ouais. va continuer à travailler ensemble pour la race française en Amérique du Nord, comme dirait Ouais. notre ami
Alexandre Cormier-Denis. Ouais, comme les gens Salut. de Nomos disent si Exactement. bien. Mais il y a de l'avenir, tu sais. Je veux dire, le fait qu'on se parle, qu'on s'est rencontrés, je- tu sais, à chaque jour, ça l'avance, puis ça l'avance. Moi, je pense qu'on a aussi la providence de notre côté dans qu'est-ce qu'on fait. Il suffit de garder les vertus à la bonne place, puis d'être honnête quand on avance. Mais il faut arrêter de se dire qu'on peut pas rien faire. Là. C'est au contraire, là, on est capable d'accomplir des choses. C'est juste si on se met dans la tête qu'en une semaine, on peut changer notre société. Non, ça n'arrivera pas comme ça. Il va falloir de la patience. La patience Exact. et de l'huile de coude. Merci beaucoup, Jeff. Un grand Ça Merci fait plaisir. vraiment à Merci toi à vous. d'avoir été là. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part ou même te contacter, peut-être des professionnels, des Français en Amérique ou quoi, qui pourraient être intéressés par intégrer ton réseau ou travailler en collaboration avec toi? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ouais, j'ai pas vraiment. Moi, je suis pas très présent sur les médias sociaux. Je fonctionne plus par courriel, mais ils pourraient rentrer en contact avec vous puis On donnera ton courriel alors en vous me description faites alors. suivre. Ouais, Ah bah, exact. parfait. Bah, merci encore, Merci Jeff, et on beaucoup reste Ça en alors. me fait contact. plaisir. Si vous avez des entreprises, si vous cherchez un emploi dans le monde de la technologie, si vous voulez émigrer au Québec, tout ça, là, ça va me faire plaisir de vous aider dans vos Bah écoute, démarches. super. Bah, À mon avis, il y a génial. beaucoup de gens qui vont être intéressés. Merci beaucoup, Jeff. Ça fait Merci plaisir. Merci à encore. vous. Au À revoir. plus, ciao. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. C'est la reprise. On va, on Mais va, arrête de dire c'est la reprise comme si on s'était arrêté pendant un mois. On a juste sauté une émission la semaine dernière. Bah oui, la semaine d'avant, on a fait l'Arménie. Je suis pas sûr, mec, hein. Mais si. L'Arménie, c'était le. Ouais, on a fait ça le 6, on a sauté le 13 et le 20. Ah oui, d'accord. On avait sauté la semaine d'avant On a aussi. juste sauté une semaine. Toi, tu es Euh, toujours en train de faire croire qu'on est parti pendant 6 mois. je sais pas pourquoi tu m'as trop manqué, Baptiste, c'est pour ça. Je sais. Mais c'est parce que comme tu étais perdu au milieu de la nature, là, aux Québécoises, etc., tu sais, tu as perdu la notion. Tu as eu l'impression que tu es parti une semaine, tu as eu l'impression que ça faisait 4 mois. Tu sais. Il est revenu, tu sais, il a revu la civilisation et tout. Ah, je m'assois sur un fauteuil, je dors dans un lit. Il s'est senti comme le mec dans le film Seul au monde, là. Comme le gars qui est sur l'île, là. Tom Hanks, quand il est coincé sur l'île, il a commencé à enculer un ballon de volley et tout. Et là, ça y est, il est revenu. Ça lui fait du bien. C'est Bon, allez. complètement perdu. Mais écoute, merci beaucoup, Merci mec. les Merci à gars, tous. merci d'avoir été là. Rediff dimanche sur la chaîne YouTube de Radio Dixie, de 17 Le heures. Guise, pardon, sur la chaîne YouTube du Guise. Rediff dans quelques jours sur le Patreon du Guise en format audio. Et puis sinon, bah écoutez, hein, abonnez-vous à nos Patreons, à nos Instagram si vous voulez plus de contenu. Et on vous dit à mardi ou mercredi prochain, selon notre emploi du temps. Yes, merci. À plus, les gars. À plus, Baptiste.